Mais enfin, aux questions « Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini » et « Qu'est-ce que l'homme dans la nature ?» Que doit répondre le parent à son enfant? À ces questions kantiennes, Blaise Pascal, dans Disproportion de l'homme, répond avec deux épistémologies bien contradictoires. Il explique d'abord que l'homme est, je cite, « infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. » Nous sommes quelque chose et ne sommes pas tout. Ce que nous avons d'être nous dérobe la connaissance des premiers principes, qui naissent du néant. Et le peu que nous avons d'être nous cache la vue de l'infini. Et puis, un peu plus loin, dans le même bref texte, Pascal ajoute, je cite, « Comment se pourrait-il qu'une partie connût le tout? Mais l'homme aspirera peut-être à connaître au moins les parties avec lesquelles il a de la proportion. Mais les parties du monde ont tout un tel rapport et un tel enchaînement, l'une avec l'autre, que je crois impossible de connaître l'une sans l'autre, et sans le tout. Donc, toute chose étant causée et causante, aidée et aidante, médiate et immédiate, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible, qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens pour impossible de connaître les deux, de connaître les parties sans connaître le tout, plus de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » Bref, d'un côté, le même homme pense comme Bacon, Hegel, Marx et Wittgenstein. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité des faits, une visibilité des lois du monde, et que les choses sont là, devant nous, et que l'on pourra, un jour, tout connaître et comprendre. Épistémologie de Bacon à Seldon, un héros de la science-fiction d'Asimov. Et puis, d'un autre côté, le même homme pense que beaucoup se cache à notre esprit, ce que méditera toute sa vie l'épistémologue Karl Popper. C'est-à-dire que la fin des choses et leurs principes sont pour l'homme invinciblement cachés dans un secret impénétrable, ce qu'on appelle une épistémologie du filet. Or, depuis le XVIIe siècle, le milieu du XVIIe siècle, le système des sciences a quand même fait de grands progrès. Peut-être pouvons-nous alors faire un choix entre ces deux épistémologies, faire un choix entre une épistémologie de la totalité et du dévoilement et une épistémologie du secret et de l'opacité. Faire ce choix, évidemment, ce sera répondre aux questions métaphysiques et épistémologiques concernant ces divins extraterrestres, appartenant à la monstruosité destinale. Car les autres, les intrus, tous ceux qui sont étrangers à notre corps, viennent nous interpeller, nous sommer de prendre parti, d'avoir raison ou d'avoir tort. Il nous somme de choisir une métaphysique pour la vie et une épistémologie pour le destin de l'espèce humaine. Les deux épistémologies contradictoires de Blaise Pascal portent à répondre différemment à la question de l'homme face à la monstruosité destinale. Misère de l'homme sans Dieu, traduit-il dans son style. Mais la question que pose la monstruosité destinale, des spectres, des monstres, des loups, jusqu'au calcul de Kardashev, métonymie de toutes les sciences actuelles, cette question se résout peut-être dans sa fonction. Et sa fonction renvoie nettement à une métaphysique de la persistance et de la durabilité des choses du monde, renvoie à une métaphysique de ce qui tient la distance et de ce qui dure. C'est vrai. Qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui tient le coup? Qu'est-ce qui tient la distance? Le concret dure, c'est-à-dire la matière, le sol, s'il ne s'ouvre pas, lui non plus. La terre dure un temps long et nous l'habitons pendant ce temps, mais le symbolique et l'imaginaire durent aussi longtemps, car les êtres humains, eux, ne durent pas, mais la praxis de leur mythique et de leur poétique dure, elle. Si nous ne durons pas, nos imaginaires perdurent. Alors qu'est-ce qui dure? Non point l'homme, mais ses traces et son concept. Ce qui dure vraiment, c'est le symbolique et l'imaginaire, et parfois le réel qui les supporte et les transporte. Rest is details, comme disent les surfeurs. Or, l'essence de la technique, qui n'est pas la technique, voilà ce qui dure sur la Terre depuis les Grecs et depuis Descartes au moins. Et voilà aussi ce qui pourrait bien durer sur d'autres terres parmi les 20 milliards de systèmes planétaires de notre seule galaxie, puisqu'on nous les suppose habités et prêts à communiquer avec nous. C'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire prêts à arraisonner assez d'énergie pour le faire. Alors, en une enjambée et avec le paradigme de l'épitomée de Jean-Claude Dumoncel, et pour en finir avec cette présentation de l'essence de la technique et de la monstruosité qu'incarne Kardashev, 3 mots à déplier pourront tout résumer. D'abord, il y a l'identité, évidemment. L'identité, ce que nous sommes, être institué, donné, décrit et défini par tous les autres, à mon sens. Ensuite, il y a la trace. Trace, ce qui reste,
et ce qui restera, ce qui dure et qui est sommé de durer. Enfin, il y a la demande, ce que nous espérons de et dans la volonté, ou ce que demande l'homme à son environnement naturel, puis culturel, état d'un invariable désir par-delà l'histoire. Cette demande, c'est que quelqu'un s'occupe de nous. Dans le genre de la science-fiction classique, c'est le robot Danil d'Isaac Asimov. Danil, c'est la maman des hommes qui a 40 000 ans. Les reflets dans l'œil et dans l'eau sont les premiers moments de ces mots que nous traçons depuis l'invention du miroir jusqu'à la robotique et au fantasme mâle de l'intelligence artificielle, en passant par le fantomatique, le spleen et la monstruosité seulement spécifique des monstres et des ovnis. Alors, ces civilisations qui viennent jusqu'à nous, puisque nous le leur demandons, puisque nous les cherchons depuis toujours, et dans la terre et dans le ciel, ces civilisations, avant de les associer aux notions d'évolution biologique et de progrès économico-énergétique, avant de les associer à Darwin et à la conquête spatiale, ces civilisations viennent de la religion des masques et du carnaval, et de la tradition des métamorphoses. Ces civilisations gisent, donc depuis toujours, et pour toujours, dans le quadripartie et l'appel du quadripartie dont parle Heidegger. Ces civilisations gisent pour toujours et depuis toujours dans ces trois mots, identité, trace, demande.